Bonjour. Au moins, je vais présenter les travaux de recherche qui portent sur l'acceptabilité sociale et l'influence des parties prenantes dans les projets de l'économie circulaire, tension et le conflit des rapports de pouvoir local du projet PEP Canada. Alors, je pourrais commencer cette présentation sans dire merci au réseau de recherche en économie circulaire, au Fonds de recherche du Québec et au CIRO pour leur soutien pour la réalisation de ce travail. Donc, très rapidement, je vais vous dérouler le plan de la présentation. Je vais commencer par une mise en contexte, une problématique, un cas théorique, des résultats et une contribution. Alors, en guide d'introduction, je dirais que la période industrielle marquée par l'organisation linéaire de l'activité économique a provoqué des bouleversements environnementaux majeurs, notamment la pollution industrielle, l'accumulation des déchets et le changement climatique. Ces enjeux environnementaux traduisent la nécessité de repenser les modes de production et de transformation pour aboutir à une économie circulaire. Alors, le but de l'économie circulaire est justement de réduire l'empreinte environnementale de l'activité économique. De l'activité écologique et l'économie circulaire elle-même s'opérationnalise à travers la symbiose industrielle. C'est quoi une symbiose industrielle? C'est un ensemble d'entreprises qui s'échangent des produits, des sous-produits de l'eau et de l'énergie et où les déchets des uns sont considérés comme des ressources pour les autres. Et cependant, les projets de symbiose industrielle sont confrontés à des enjeux, à des difficultés en lien avec les enjeux sociaux. Ce qui nous amène à définir nos problématiques sur 4 points essentiels, notamment l'identification des parties prenantes, l'identification des tensions, la confiance et l'acceptabilité sociale, qui sont des éléments qui sont interdépendants, puisque une mauvaise considération des parties prenantes peut entraîner des tensions et aussi la présence de plusieurs parties prenantes aux enjeux, aux intérêts divergents pour également entraîner des tensions qui vont finir par miner l'activité sociale. Et aussi, l'acceptabilité sociale dépend fortement du niveau de confiance entre les parties prenantes. S'il n'y a pas de confiance et qu'il n'y a pas de collaboration, forcément, il n'y aura pas d'acceptabilité sociale qui est devenue au Québec une condition sine qua non pour que les projets soient acceptés. Et plusieurs projets ont d'ailleurs été refusés par manque d'acceptabilité sociale avec PUPAP. Donc, ce qui nous amène à nous poser la question de recherche qui est la suivante: comment la dynamique de la science des parties prenantes et les tensions paradoxales structurent la trajectoire de l'acceptabilité sociale dans les projets de symbiose industrielle. Ici, on veut comprendre les positions et les relations entre parties prenantes qui permettent ou non la construction de l'acceptabilité sociale pour la réalisation du projet. Ce qui fonctionne, c'est toi qui fais depuis que je pense que ça bouille. Donc, pour répondre à cette question, nous avons défini un cadre théorique qui combine quatre modèles, notamment le modèle de Mitchell Eagle pour l'identification des parties prenantes. Ces auteurs identifient les parties prenantes sur la base des attributs de pouvoir, de légitimité et d'urgence. Plus une partie prenante possède ces attributs, plus elle est importante aux yeux du manager. On a le modèle de Anne qui identifie un certain nombre de tensions qui est en lien avec l'environnement externe de l'organisation. Et le modèle de Smith et lui qui identifie les parties prenantes, qui identifie les tensions en lien avec l'environnement interne de l'organisation. On a également utilisé le modèle de Thomson et Boutier qui identifie les niveaux d'acceptabilité sociale allant du rejet jusqu'à la population. Et on voit bien que la confiance est un élément central dans l'acceptabilité sociale. Alors, le cadre théorique qu'on a mobilisé va être appliqué au projet TESS Canada, qui est un projet de décarbonation de l'économie du Québec, un projet de production d'hydrogène vert. Le projet consiste à la construction d'une usine de production d'hydrogène à Shawinigan. Cette usine va être alimentée par la production, par un bloc d'énergie qui sera fourni par Hydro-Québec et par l'autoproduction d'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Donc, les 2 tiers de la production d'hydrogène vont être combinés avec le CO2 biogénique qui provient des autres organisations pour produire du gaz naturel renouvelable qui va servir qui va remplacer les énergies fossiles dans les industries lourdes. Le reste, 1 tiers de la production sera destiné à l'électrification des transports. Donc, concrètement, les composants du projet, on a un parc solaire qui a d'une capacité de 200 MW qui sera construit à côté du site industriel. On a
un parc éolien de 133 éoliennes qui sera réparti sur deux MSC, la MSC de Mekinac, la MSC des Chinots, et dans 12 municipalités, dans les 133 éoliennes. La troisième composante du projet, c'est justement l'électrolyseur qui va permettre de décomposer la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène pendant que qui va permettre la production de 70 000 tonnes annuelles d'hydrogène. Et la dernière composante, c'est l'unité de production de gaz naturel renouvelable qui va permettre justement la production de 80 000 tonnes de gaz naturel et renouvelable. Comment ça se passe concrètement la construction de l'influence des parties prenantes dans ce projet-là? OK. Dans la phase 1 du projet, on a le promoteur Test Canada qui est une partie prenante qui détient un pouvoir utilitaire, notamment grâce à la possession des ressources, parce que c'est un projet d'investissement de 4 milliards de dollars. Ils ont produit un discours sur la transition énergétique et le développement économique et le développement régional. Ce discours a trouvé un écho favorable auprès du gouvernement parce que la transition énergétique s'inscrit dans les politiques gouvernementales. Ça a aussi un écho favorable auprès des élus municipaux parce que ce sont les municipalités qui sont touchées, et qui ont besoin de revitalité économique. Donc, directement dans les arènes d'information qui sont maîtrisées par Test Canada, ils ont pu acquérir de la légitimité auprès du gouvernement, auprès des municipalités. Cette légitimité-là a permis de dominer la première phase du projet. De l'autre côté, on a les citoyens des municipalités qui avaient quand même des inquiétudes, qui se posaient des questions sur la nature du projet, sur la privatisation, la qualité de vie, la perte de la valeur immobilière. Ils se sont constitués en collectif, toujours même chez nous, qui va finir par agir dans la deuxième phase du projet. Alors, le collectif toujours même chez nous a développé un récit territorial justement basé sur les préoccupations locales, notamment la qualité de vie des populations, la privatisation de l'énergie, d'Hydro-Québec, la valeur immobilière, la qualité de vie et la santé des populations, c'est-à-dire les impacts qu'on pourrait avoir sur les populations. Avec ce récit territorial-là, ils ont envahi les arènes de contestation, notamment les médias. Ils ont envahi les réseaux sociaux et les conseils municipaux aussi qui sont devenus bondés de monde. Ça leur a permis justement, avec la participation, ils ont contacté aussi plusieurs experts, ils ont formé des populations sur les conséquences que le projet pourrait avoir. Ça leur a permis de gagner justement en légitimité. Mais quand le collectif gagne en légitimité, selon le modèle de Michel Hegel, il reste des parties prenantes indépendantes parce que pour s'imposer dans la relation, il faut avoir du pouvoir. Ils ont continué à mettre, et à ce moment-là, la sécurité sociale qui était contestée, qui était présumée à la phase 1, est devenue contestée à la phase 2. Et le récit territorial continue. Ils ont continué à mettre la pression sur les élus pour organiser les référendums dans les municipalités. Donc, ils ont organisé une série de référendums dans les municipalités où le projet a été rejeté en majorité par les populations. Après le référendum, ils ont eu une très belle opportunité qui s'est présentée. C'était une année électorale. Il y avait des élections qui sont présentées. Les opposants au projet sont allés aux élections. Là, ils ont rappelé beaucoup de postes dans les municipalités. Il y a eu beaucoup de maires, beaucoup de conseillers municipaux. On parlait d'environ 40 opposants qui ont été élus à des postes de maires et de conseillers municipaux. Et là, on voit que on voit que dans la phase 2, qui est une phase d'évolution de la SAIAN, le Test Canada était toujours une partie prenante dominante et les élus qui étaient pro Test Canada dans la phase précédente, dans la phase de redistribution de la SAIAN, la plupart ont rejoint le côté des collectifs parce que au conseil municipal, après les élections du 25 novembre 2025, au conseil des maires, la MLC de Mekinac, ils ont voté à l'unanimité contre le projet. Donc, c'est ce qui fait que le projet a été rejeté dans la troisième phase. Qu'est-ce qu'on retient concrètement dans ce projet-là? On dit que la séance des parties prenantes, elle est dynamique, elle dépend moins des ressources initiales, mais de la capacité des acteurs à produire des récits crédibles et de leur mobilisation dans les arènes. C'est-à-dire, ici, on a vu comment est-ce que dans la première phase du projet,
Test Canada est parti avec du pouvoir, mais ils sont partis chercher la légitimité grâce à leur récit, et que les opposants au pouvoir sont allés chercher la légitimité et l'urgence dans les phases de contestation et ultimement le pouvoir dans la troisième phase du projet. Les tensions aussi ne sont pas indépendantes, mais elles s'inscrivent dans des dynamiques d'interdépendance et se renforcent dans le temps et catalysent l'influence des parties prenantes. Il faut savoir que l'implantation des éoliennes sur le territoire agricole, les populations n'ont pas vu ça d'un bon œil, ce qui fait que ça a créé ce qu'on appelle des tensions de changement et qui sont cristallisées à cause du sentiment d'appartenance que les populations ont de leur territoire. Les populations, ça veut changer leur mode de vie, etc. Les tensions de changement sont cristallisées à cause des tensions justement d'appartenance. Donc, OK. Ce que nous suggérons ici, une gouvernance socio-narrative du projet. Donc, notre postulat, c'est que le succès des projets ne dépend pas uniquement des capacités des acteurs à produire des récits pertinents, mais également de leur capacité à construire, maintenir leur légitimité et la confiance des parties prenantes. On a vu rapidement que dans le cadre de ce projet-là, le promoteur du projet a développé un récit sur la transition énergétique, un récit important sur la transition énergétique, sur le développement régional, et ça l'a permis d'avoir un écho, ça l'a permis d'avoir un écho favorable auprès du gouvernement et des élus. Cependant, les actions que le promoteur a menées ont été contestées par les populations parce que les populations ont perçu le mécanisme d'information comme un mécanisme unidirectionnel. Le promoteur a fait. Il n'y a pas une consultation des parties prenantes qui est nécessaire pour l'acceptabilité sociale. Il n'y a pas une consultation. C'était comme un projet que les promoteurs et le gouvernement voulaient faire amener aux populations dans du top-down. Ce sont des actions qui n'ont pas plu aux populations. Et de l'autre côté, quand les opposants ont développé un récit sur la transition énergétique, justement, ils sont partis chercher des experts indépendants avec toute la transparence. Ils ont parlé aussi des bienfaits du projet, mais ils ont mis à l'évidence les conséquences que le projet pouvait avoir sur les populations. C'est pour ça que le récit territorial a fini par dominer le récit du promoteur et l'acceptabilité sociale a été rejetée. Et la troisième conclusion théorique, on dit la trajectoire de l'acceptabilité sociale comme un processus socio-politique de légitimation et de configuration de la tendance des parties prenantes. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que l'acceptabilité sociale, malgré qu'il faut la confiance, dans le cadre de ce projet, si précisément, les élections municipales ont été un tournant décisif pour l'acceptabilité sociale du projet. Les parties prenantes, les opposants au projet, ils avaient la légitimité et l'urgence. Donc, ils étaient des parties prenantes indépendantes. Ils ne pouvaient pas imposer leur volonté. Donc, c'est grâce justement aux élections qu'ils sont allés chercher des postes de maire, des postes de conseillers municipaux pour justement s'asseoir au conseil des maires et refuser le projet de manière unanime. Donc, sur le plan managérial, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de reconnaître l'influence territoriale dès la phase de conception du projet. Donc, intégrer dans le départ les analyses territoriales, identifier les parties prenantes les plus affectées et comme co-gestionnaire du projet et non comme un public à informer. Donc, la deuxième conclusion, il faut passer d'une consultation à une co-construction du projet. Donc adapter les formats délibératifs, documenter les scénarios alternatifs et permettre la contestation structurée plutôt que de la neutraliser. Et la dernière recommandation, c'est penser justement l'acceptabilité sociale comme une négociation socio-politique il faut travailler avec les municipalités sur les objectifs partagés, reconnaître que le territoire dispose d'un pouvoir citoyen informel mais puissant et construire des mécanismes de médiation transparents justement pour bâtir la confiance avec les parties prenantes. Je vous remercie pour la grâce. Merci beaucoup, Honoré. Est-ce que nous avons des questions pour Honoré? 5 minutes. Michel, vas-y. Oui. Merci pour la présentation, j'ai trouvé très intéressante. Est-ce que ce qui a manqué finalement dans cette acceptabilité, ce n'est pas la traduction, c'est-à-dire le langage commun qui ferait que toutes les parties prenantes comprennent le projet, parce que
vous l'avez bien dit, hein, c'est une approche très descendante, vraiment, comprise par les uns, pas comprise par les autres. Et il y a toute une littérature en sociologie d'innovation qui parle justement de cette notion de traduction de langage commun. Est-ce que c'est pas ça qui a manqué? Euh, on peut penser que c'est ça qui a manqué si on s'inscrit dans la logique justement de la tradition de la double. C'est ça. Mais c'est d'un côté, il y avait ce récit-là qui avait quand même été compris par un récit du promoteur qui avait quand même été axé sur la transition énergétique, qui avait quand même été compris par l'ensemble de la population. Les opposants aussi comprennent ça. Ils savent que c'est nécessaire, qu'ils sont dans un environnement où c'est nécessaire la transition énergétique. Mais ce n'est pas la transition énergétique qui les dérange, mais ce sont des actions. Ils n'ont pas été consultés dès le départ. Ils aimeraient avoir le point de vue et définir comment est-ce que le projet va se dérouler. Et aussi le manque de confiance, par exemple, parce que dans le cadre du projet, quand on parle d'un tiers de la production d'hydrogène qui sera destinée au transport lourd, au Québec, il n'y a pas encore cette route-là. Et les opposants au projet sont allés chercher l'information jusqu'aux États-Unis pour se rendre compte que les deux compagnies américaines qui produisait des camions à hydrogène ont fait faillite. Une compagnie aussi en Allemagne qui fabriquait des camions à hydrogène a fait faillite. Ce qui fait que la clientèle pour cette énergie-là n'est pas encore disponible. Donc, ce n'est pas forcément la traduction, mais c'est aussi la confiance et l'information qui n'était pas forcément véridique. Merci. Merci. On a une question derrière, oui? Oui, merci bien. J'ai trois petites questions. La première, le collectif des maîtres, c'est un collectif qui existait ou bien qui est mis en place de façon circonstancielle pour le projet. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la légitimité sociale. Qu'est-ce qui permet de garantir la légitimité d'un acteur par rapport au processus qu'on cherche? Et la dernière question, c'est la place le niveau de connaissance, le niveau d'information des acteurs de la population. Quelle est la place du niveau d'information, de connaissance dans la trajectoire comment on peut appeler ça? La trajectoire d'acceptabilité, le niveau de connaissance des participants dans cette trajectoire. Bon, en ce qui concerne le collectif du que chez nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet va s'installer dans 12 municipalités. Donc, ce sont des populations de ces municipalités-là qui sont d'abord regroupées en comités locaux. Donc, dans chacune de ces municipalités, les gens ont commencé à se parler. Après, ils ont décidé de bouche à oreille, comme ça, là, de s'organiser en collectif pour parler désormais d'une seule voix. Et l'idée du collectif Tougumec chez nous, ça provient d'une idée ancestrale non pas ancestrale, d'une idée des années 1920 où le Québec, ils ont parlé de la Révolution tranquille, pendant laquelle les gens se sont battus pour nationaliser l'électricité au Québec. Donc, ce collectif Tougumec chez nous là, existait depuis cette période-là. Ils ont seulement repris, ce pas les mêmes personnes, ils ont seulement repris son nom là pour justement commencer à contester ce projet-ci. Donc, ça, c'est pour la licence du collectif Tougumec chez nous. Dans la deuxième question qui concernait quoi la légitimité. La légitimité, justement, dans le cadre de ce projet-ci, a été acquise, justement, dans les arènes. Pour le promoteur du projet, par exemple, ils ont acquis la légitimité grâce au soutien du gouvernement et des municipalités. Parce que le récit sur la transition énergétique qu'ils ont produit s'alignait avec les politiques gouvernementales ou bien l'objectif du gouvernement de réduire les émissions à gaz à effet de serre et de décarboner l'économie du Québec. Pour les opposants, ils ont acquis la légitimité en battant chercher l'information que le promoteur n'avait pas forcément divulguée. En battant chercher l'information, comme je disais tantôt, ils sont allés chercher l'information sur, par exemple, le marché de l'hydrogène qui n'a pas encore débouché, notamment en ce qui concerne les camions qui ne sont pas encore disponibles. Ils sont allés chercher la légitimité avec l'expertise indépendante. Ils ont consulté beaucoup d'experts en hydrogène à l'université de HUC à Montréal, qui sont commentés dans les journaux, qui disent que ce projet-là, c'est une aberration économique. Ils ont évoqué plusieurs raisons qu'on ne va pas forcément citer ici, la compte tenu du candidat.
Et la troisième question, c'était... Je propose qu'on garde la troisième question pour la discussion au lunch pour garder. Je suis une gardienne féroce du temps. Merci beaucoup. Merci, Honoré.